Vous savez, certains disent que finir dans une maison de retraite est un sort pire que la mort. Mais cette fois-ci, c'est vraiment le cas. Lorsque Max est pris en flagrant délit de délinquance, on lui donne le choix entre être jeté en prison ou passer les 4 prochains mois à faire des travaux d'intérêt général dans une maison de retraite locale. Et il va bientôt se rendre compte que la prison aurait été une meilleure option. Au premier abord, l'endroit semble normal, mais il ne tarde pas à découvrir une sombre conspiration cachée à la vue de tous, avec des expériences tordues, des décès inexpliqués et une secte démente qui tire secrètement les ficelles. Je suis donc ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre la secte des personnes âgées dans The Home. Cette maison de retraite cache un sombre secret. Tard dans la nuit, quelque part au cœur de la grande ville, nous rencontrons Max, un graffeur qui se fait arrêter alors qu'il vient de terminer son dernier chef-d'œuvre. Lorsque son père Cooper vient le sortir de prison, il lui annonce qu'il a tiré quelques ficelles pour éviter à Max la prison. Mais qu'en échange, il devra effectuer 4 mois de travaux d'intérêt général dans une maison de retraite des environs. C'est mieux que d'être jeté en prison, ou du moins c'est ce qu'il pense. Mais accepter cet accord est sur le point d'être sa plus grosse erreur. Après un long trajet en taxi à travers les bois, il arrive à la maison de retraite et quand il jette un coup d'œil autour de lui, il remarque qu'un des patients effrayants l'observe à travers une fenêtre. À l'intérieur, il est présenté aux autres employés qui lui remettent un passe-partout et lui expliquent rapidement les règles, en lui recommandant de rester à l'écart des patients du 4e étage. Il effectue sa première ronde lorsqu'il entend un étrange gémissement provenant d'une des chambres. Inquiet, il jette un œil à l'intérieur et se rend compte qu'il s'agit simplement de 2 personnes âgées qui se donnent du bon temps. Il s'éloigne donc rapidement sans les déranger. Plus tard dans la nuit, il se réveille d'un sommeil agité au son d'un cri. Mais il n'est pas sûr de l'avoir vraiment entendu ou si c'était juste dans sa tête. Vous voyez cette drôle d'impression. Il regarde alors la porte et remarque qu'elle est entrouverte. Mais il la referme à clé et se rendort sans y prêter plus attention. Bon, ok, il se passe clairement quelque chose de bizarre ici et je ne parle pas seulement des vieux qui s'envoient en l'air. Le problème, c'est que Max ne serait même pas ici s'il avait su éviter les ennuis. Et il semble que ses parents soient en partie responsables. Max n'avait que 11 ans quand son frère Luc est décédé à l'université, mais ses parents lui ont annoncé la nouvelle sans aucune préparation en amont. C'est le genre de choses qui traumatise un gamin à vie. Et il aurait dû suivre une thérapie dès le début pour apprendre à gérer ses émotions de manière saine. Être coincé sur l'île de Shutter Island version boomer, c'est déjà assez pénible. Mais la première chose qui m'inquiète, c'est ce mannequin bizarre qu'il a trouvé dans le placard plus tôt dans la journée. C'est le genre de choses qu'on s'attendrait à trouver dans un labo de recherche ou dans une salle de classe de biologie, pas dans une maison de retraite. Et si quelqu'un ici fait des expériences sur l'anatomie humaine, je détesterais savoir pourquoi. Par contre, trouver la porte de ma chambre ouverte comme ça, c'est ma limite, boss. Je n'ai aucune envie que des vieux dégueulasses flippants viennent me regarder en pleine nuit. La première chose à faire serait donc de changer la serrure. Elle semble être de type à bouton poussoir, comme on en trouve dans les maisons normales. Et ce type de serrure peut être facilement contourné à l'aide d'un simple trombone. Il faut donc la remplacer. Mais le personnel pourrait ne pas le laisser changer la serrure par lui-même. Donc pour l'instant, il devrait juste caler une chaise contre la poignée lorsqu'il ira se coucher. Ensuite, il pourra commander en ligne un dispositif portable pour bloquer la porte à environ 30$ et passer une bonne nuit. Ça devrait le protéger pendant la nuit. Mais je voudrais aussi savoir si quelqu'un vient fouiner pendant la journée. Pour ça, il devrait coller un bout de ficelle en haut du cadre de la porte et laisser tout ce qui se trouve dans sa chambre à un endroit précis. À son retour, s'il constate que le fil a disparu ou que ses affaires ont été déplacées, il saura que quelqu'un a fouillé dans ses affaires. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de faire quoi que ce soit de particulier. Le mieux pour lui est donc de faire profil bas et de se lier d'amitié avec les patients pour voir s'il peut apprendre quelque chose de plus. Le lendemain matin, Max se réveille au son d'un résident qui frappe déjà à sa porte. Apparemment, il faut nettoyer la salle des activités. Mais lorsqu'il arrive sur place, il se rend compte que ce sont simplement les personnes âgées qui lui organisent une fête de bienvenue. Lorsque cet homme se présente sous le nom de Lou, il explique qu'ils ont voulu lui témoigner leur soutien après avoir entendu parler de sa première journée difficile. Mais alors qu'ils retournent tous à leurs activités respectives, Max ressent une étrange vibration émanant d'une vieille dame qu'il fixe du regard et lui tire la langue. C'est vraiment étrange, mais il est à nouveau distrait par le grand patron, le docteur Sabian, qui se présente et complimente Max sur ses grands yeux pleins de santé. Il semble que même le médecin ici soit un peu étrange, mais rien ne pouvait le préparer à la folie qui allait régner dans cet endroit. Cette nuit-là, Max se réveille d'un autre cauchemar terrible en entendant de la musique provenant de quelque part dans le couloir. Intrigué, il se lève et suit le bruit jusqu'à la salle de loisirs où il aperçoit un couple de personnes âgées qui dansent pour fêter leur anniversaire de mariage. Touché par ce moment émouvant, il s'apprête à retourner dans sa chambre lorsqu'il entend un autre cri déchirant résonner à travers les conduits d'aération.
Quand il se retourne, il est surpris de tomber nez à nez avec Norma, une gentille vieille dame qui se tient juste derrière lui. La femme lui dit qu'elle a elle aussi du mal à dormir, et elle lui demande s'il souhaite un peu de compagnie. Elle l'invite alors dans sa chambre pour une petite conversation nocturne. Il remarque quelque chose sur le sol et ramasse un petit objet en bois, et il dit à Norma qu'il lui semble familier. Mais elle lui explique qu'il lui a été offert par un ami qui vivait autrefois à la maison de retraite. À ce moment-là, il remarque un tableau à moitié déchiré accroché au mur, et la femme lui explique qu'il a été peint par son fils, décédé il y a de nombreuses années. Il l'avait déchiré une nuit après une violente dispute entre deux, mais il est décédé avant qu'ils aient pu se réconcilier, et elle dit que depuis, la culpabilité la hante. Ok, maintenant que Norma a fini de balancer ses traumatismes, je trouve qu'il y a quelque chose de très louche chez ces personnes âgées. C'est vrai, hier ils ont à peine remarqué Max, mais aujourd'hui ils sont tous du genre « Tu veux être mon copain ?» Et d'où sortent ces mimosas et ces Bloody Mary qu'ils sont tous en train de boire? Quel genre de maison de retraite sert de l'alcool à 7h15 du matin? Parce que c'est là que je voudrais aller quand j'aurai leur âge. Il est temps que Max commence à poser des questions, et Norma vient de nous donner le premier indice important. Vous voyez, elle peut sembler être une vieille dame ordinaire à première vue, mais le petit objet que Max a trouvé sur son plancher nous raconte une toute autre histoire. On dirait une coupe ou un calice miniature, comme les coupes raffinées dont se servaient les rois pour boire. Selon vous, c'est qu'une petite coupe en bois, pas vrai? Peut-être. Mais ce qui est important, c'est ce que représente cette coupe. Vous voyez, autrefois ces coupes étaient utilisées pour les célébrations et les rituels. Vous avez probablement entendu parler du Saint Graal, ce calice ancien doté de pouvoirs de guérison et de vie éternelle, non? Mais dans les pratiques occultes, les calices étaient souvent utilisés comme réceptacles pour les rituels et les sacrifices associés à la magie noire. Max a dit que ça lui semblait familier, mais il ne se souvenait visiblement pas qu'il y avait une statue tenant un calice juste devant la porte d'entrée. Et de mon point de vue, il est absolument impossible que ce soit une coïncidence. Et c'est notre premier indice important qui nous indique que quelque chose de beaucoup plus important se trame ici. Norma a mentionné que le calice a été sculpté par son ancienne amie Esther, ce qui fait de cette dernière un bon point de départ. Je commencerai par essayer de déterminer quelle était sa chambre, puis j'y entrerai pour chercher des indices. Max devrait également consulter les archives de la maison de retraite pour trouver le nom complet d'Esther et toute indication importante sur son état de santé. Ensuite, il pourra rechercher son nom sur Google pour voir si des articles apparaissent et essayer de contacter les membres de sa famille qui pourraient encore être en vie. Mais d'ici là, il va devoir faire attention à qui il accorde sa confiance, y compris à sa nouvelle amie Norma. Elle a peut-être l'air d'une vieille dame innocente, mais c'est une stratégie classique utilisée par les sectes et autres organisations malveillantes. Ils ont très bien pu envoyer une personne sympathique pour inciter Max à baisser sa garde, et avant même qu'il ne s'en rende compte, il se réveillera dans un sous-sol avec un rein en moins. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas essayer de garder son attitude amicale, mais il doit traiter tout le monde comme suspect jusqu'à ce qu'il ait terminé ses 4 mois ici ou jusqu'à ce qu'il trouve une raison de partir plus tôt. Le lendemain, Max retrouve Lou alors qu'il termine un cours de théâtre avec un groupe de personnes âgées. Désireux de lui ouvrir son cœur, il lui explique qu'ils font tout leur possible pour rester occupés parce que le fait de s'ennuyer est ce qui les tue vraiment en fin de compte. À ce moment-là, ils sont interrompus par un des autres employés qui emmène Max aider au nettoyage du 3e étage. Mais alors qu'il nettoie une étrange flaque au sol, il entend un autre cri provenant de l'étage supérieur. Et cette fois, il décide d'aller voir. Il essaie d'abord de prendre l'ascenseur, mais comme ça ne fonctionne pas, il décide de prendre les escaliers. Mais ils sont évidemment verrouillés. Mais tout ce dont il a besoin, c'est d'une épingle à cheveux et d'une carte de crédit. Et il parvient à ouvrir la porte sans problème. Progressant lentement dans le couloir, il arrive dans une grande salle ouverte où les patients sont tous cloués dans des fauteuils roulants et laissés là à pourrir devant une télévision. Quand il regarde autour de lui, il se rend compte qu'ils saignent tous, sont littéralement en train de pourrir et qu'une substance orange bizarre dégouline de leur corps. Bon. Mais voilà qu'un vieil homme au fond de la pièce attire son attention. Dès qu'il lève les yeux, l'homme le pointe du doigt et se met à crier en bondissant de sa chaise. Max essaie de le calmer, mais l'homme se précipite vers lui et l'attrape par les épaules, juste au moment où les autres employés accourent furieux pour l'éloigner de Max en lui ordonnant de redescendre. Conscient qu'il est dans une très mauvaise passe, il attend nerveusement que le médecin l'appelle dans son bureau, mais il lui explique qu'il est monté à l'étage uniquement parce qu'il craignait que quelqu'un soit en danger. En vrai, c'est une excuse valable, sauf qu'il a forcé la serrure pour y accéder. Le médecin le met donc en garde de ne plus refaire de bêtises. À moins qu'il ne veuille finir en prison. Ok, bon, je suis désolée, mais si quelqu'un doit s'inquiéter d'aller en prison ici, c'est bien le médecin et son équipe de soignants négligents. Non mais sérieusement, cette horreur n'était clairement pas conforme aux règles sanitaires. Et si Max avait un peu de bon sens, il se rendrait compte que ce médecin ne fait rien de bon ici. C'est vrai, Max n'avait techniquement aucune raison de se trouver là-haut. Je dois l'avouer, et c'est tragique, mais dans un établissement qui s'occupe de ce type de patients, il est tout à fait normal et prévisible d'entendre parfois des cris à n'importe quelle heure de la journée.
Dans un environnement normal, si on entendait quelqu'un crier, on courrait voir ce qui se passe. Mais dans une maison de retraite, ce genre de choses arrive tout le temps et ici, il y a déjà des équipes soignantes affectées à cette zone qui sont censées être formées pour gérer ce genre de situation. Donc la meilleure façon pour Max de passer ses 4 mois ici tranquillou serait de respecter les règles, d'ignorer les cris intempestifs et d'éviter de poser trop de questions. Cela dit, ce qu'il vient de voir là-haut n'était certainement pas normal. Pas du tout même. Les conditions dans lesquelles ces patients sont maintenus ne sont pas seulement effrayantes, elles sont littéralement illégales. Et il y a là des personnes âgées à un stade avancé de décomposition, avec du sang et du jus d'orange qui s'écoulent de leurs plaies ouvertes, et une peau qui semble sur le point de pourrir et de se détacher de leurs os. Et les soignants les laissent simplement dans cet état. Je comprends maintenant pourquoi Max n'avait pas le droit de monter au 4e. Si le ministère de la Santé venait à le découvrir, cet endroit serait probablement fermé sur le champ. Et tous ceux qui y travaillent seraient poursuivis en justice au pénal. Et pendant ce temps, le médecin traite la situation comme si elle était tout à fait normale et saine, et il crie sur Max comme si c'était lui qui avait fait quelque chose de mal. Mais la vérité, c'est qu'après ce qu'il vient de voir, Max a toutes les raisons de signaler immédiatement cet endroit à la police. Parce que ce qu'il a vu relève clairement de la négligence médicale grave et de maltraitance systémique. Dès qu'il sera de retour dans sa chambre, j'appellerai immédiatement mon agent de probation et je lui raconterai tout. Ensuite, ils enverront des professionnels pour faire fermer cet endroit, et Max pourra alors être transféré dans un autre établissement avant de se retrouver dans une situation encore plus difficile. Une nuit, Max est occupé à faire sa ronde lorsqu'il tombe sur les personnes âgées qui font une grande fête sur le thème tropical au bord de la piscine. On dirait que ça bouge vraiment beaucoup là-bas. Il est donc surpris de voir que son ami Norman participe pas aux festivités. Elle lui dit avoir entendu parler de ses aventures au 4e étage, et il lui confie que les patients là-bas semblent avoir besoin d'aide. Elle lui prend la main et lui dit qu'il ressent ça parce que le cœur reconnaît le cœur. Mais elle lui recommande de ne pas se préoccuper des personnes à l'étage, parce qu'elles sont déjà bien trop atteintes. Au matin, Max se réveille après un autre cauchemar terrifiant et il retrouve son pote Lou en train de jouer au billard dans la salle des activités. Le gars remarque tout de suite qu'il a l'air super crevé, et le jeune homme lui explique qu'il n'a pas beaucoup dormi depuis qu'il est là. Lou minimise la situation et mentionne une rumeur selon laquelle la maison ferait quelque chose au niveau de l'oxygène pour aider les personnes âgées à dormir. Mais lorsque Max regarde dans le couloir, il aperçoit Norma en train de se disputer avec le médecin à propos de quelque chose qui semble assez grave. Inquiet, il passe voir la femme plus tard dans la soirée alors qu'elle se prépare pour une de leurs soirées mensuelles consacrée au meurtre mystérieux. Quand il lui demande ce qui s'est passé entre elle et le personnel, elle essaie de faire comme si ce n'était pas grave. Mais tout bascule lorsque Max lui dit qu'il lui a apporté quelque chose. Pour la remercier d'avoir été si gentil avec lui, il a terminé l'autre moitié de son tableau préféré. Et il lui dit qu'il a essayé de se rapprocher le plus possible du modèle original de son fils. Touchée par ce geste attentionné, Norma décide alors enfin de tout lui avouer. Elle le rapproche d'elle et commence à l'avertir que cette maison de retraite n'est pas ce qu'elle semble être. Apparemment, cet endroit cache un dangereux secret, et elle le prévient qu'il doit partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais dès qu'elle voit qu'un membre du personnel les observe, elle interrompt précipitamment la conversation et lui claque la porte au nez. Ne sachant plus quoi faire, Max fait les 100 pas dans sa chambre pendant un moment, en réfléchissant à ce que la vieille dame lui a dit. Jusqu'à ce qu'il réalise quelques heures plus tard qu'elle n'est jamais revenue de leur fameuse activité de groupe. Méfiant, il va voir l'infirmière Juno et lui demande où Norma est passée. Et elle lui apprend qu'elle a été emmenée à l'infirmerie parce que son diabète s'est aggravé. L'infirmière le rassure en lui disant que tout va bien, mais il ne peut s'empêcher de penser qu'il y a autre chose derrière tout ça. Et effectivement, ses pires craintes vont bientôt se réaliser. Le lendemain matin, Max est en train de souffler les feuilles mortes encore à moitié endormies quand il remarque que le fou du 4e étage tape contre la fenêtre et, curieusement, il commence à se mordre le doigt puis on dirait qu'il essaie d'écrire un message avec son sang. Tout à coup, un cri terrifiant brise le silence quand une femme tombe du toit et atterrit directement sur la clôture en fer. C'est Norma, et trop horrifiée pour réagir, Max reste là sans voix tandis que les ambulanciers l'emmènent. Le médecin arrive avec un message qui explique apparemment pourquoi elle a fait ça. Mais quand Max observe attentivement la foule, il a l'impression que quelqu'un ici ne dit pas la vérité. Ok, je crois que quelqu'un a oublié de dire à Norma que l'activité de saut en parachute avait été reportée à jeudi prochain. Elle voulait manifestement dire quelque chose à Max avant son malheureux accident. Mais maintenant, il va devoir comprendre par lui-même. Si c'était moi, la première chose que je ferais serait de faire une copie ou une photo de cette note pour pouvoir la consulter plus tard. Ensuite, il devra fouiller la chambre de la vieille dame avant qu'elle ne soit vidée. Comme elle est morte dans des circonstances suspectes, la police va transformer sa chambre en scène de crime. Il devra donc attendre le bon moment avant d'y entrer. Il devra également porter des gants pour ne pas laisser de traces, parce qu'il ne voudrait pas se faire prendre et passer pour le coupable.
Une fois à l'intérieur, il devra fouiller la pièce de fond en comble à la recherche d'indices, en commençant par les endroits les plus évidents comme le bureau, la table de chevet et le placard de la femme, avant de passer aux endroits moins évidents comme sous les meubles ou derrière les tableaux accrochés au mur. Je vérifierai même derrière les prises électriques et à l'intérieur du réservoir des toilettes, parce qu'on ne sait jamais où on pourrait trouver un journal secret ou un symbole démoniaque caché. Si nous parvenons à trouver un échantillon de l'écriture de la femme, nous pourrons également le comparer à la note à l'aide d'une analyse graphologique. La clé ici est de rechercher les différences subtiles dans l'écriture, comme la forme et la taille des lettres, l'espacement des mots, ou de petits détails comme la façon dont elle met le point sur les i ou la barre sur les t. S'il remarque la moindre différence, il pourra déterminer si la note a réellement été écrite par Norma ou si elle a été falsifiée par quelqu'un d'autre. Il pourrait même aller plus loin en comparant le message à des échantillons rédigés par le personnel et d'autres patients afin de vérifier s'il correspond. Maintenant, après avoir vu ce qu'ils ont fait à Norma quand elle a vendu la mèche, je ferai mes valises et je me tirerai de là avant qu'ils ne viennent me chercher. Mais comme Max ne peut toujours pas partir sans avoir des problèmes avec son agent de probation, il va devoir être encore plus prudent tout en cherchant des preuves tangibles que cet endroit n'est pas ce qu'il semble être. Lors des funérailles de la femme, Max aperçoit Lou assis seul dans la pièce d'à côté et lui demande s'il a remarqué quelque chose de suspect dans ce qui s'est passé. Mais un des soignants surprend leur conversation et commence à les écouter depuis l'autre bout de la pièce. Et c'est là que Lou se retrouve perdu dans ses pensées. Ses muscles se crispent et son visage commence à trembler. Mais Max finit par le ramener à la réalité. Après un autre cauchemar terrifiant, Max se réveille au milieu de la nuit et trouve un étrange cylindre noir posé près de la porte de sa chambre. Perplexe, il commence à manipuler l'objet et se rend compte qu'il s'agit en fait d'une lampe UV. Il ne sait toujours pas qui l'a laissé là, ni ce qu'on attend de lui. Mais quand il se retourne, il découvre un message invisible écrit au-dessus de son lit, lui disant qu'il doit trouver les personnes marquées. Il s'introduit dans la chambre de Lou et commence à éclairer son corps avec la lampe pour vérifier s'il porte la marque. Mais au début, il ne trouve rien. Frustré, il s'apprête à partir lorsque l'homme se retourne et il aperçoit alors un X invisible sur sa nuque. Le lendemain matin, Max commence à voir les choses sous un tout nouvel angle. Et comme prévu, il remarque de plus en plus de patients qui se promènent en se grattant la nuque. À la recherche de réponses, il décide de jeter un œil dans la chambre de Norma, mais il constate que tout a déjà été évacué. À ce moment-là, il est confronté au responsable des soins infirmiers, Les, qui est furieux contre lui parce qu'il est entré dans la chambre alors qu'elle était clairement interdite d'accès. L'homme dit qu'il va devoir en informer le médecin. Mais Max joue un rôle et prétend qu'il voulait juste conserver un petit souvenir d'elle. Compréhensif, l'infirmier décide de fermer les yeux. Après avoir appris que les affaires de Norma ont été emmenées à l'incinérateur, Max décide de s'y rendre à son tour. Il se rend donc au sous-sol pour voir ce qu'il peut trouver. Il ne lui faut pas longtemps avant de découvrir une boîte élégante dans laquelle il trouve le mystérieux objet en bois qu'il avait remarqué quelques nuits auparavant. Il trouve également le journal intime de la femme. Et en le feuilletant jusqu'à la dernière page, il apprend que Norma s'inquiétait au sujet d'un groupe mystérieux qui menait des expériences sur les patients tard dans la nuit. Choqué, il se précipite immédiatement à l'étage pour raconter sa découverte à Lou. Mais lorsqu'il arrive dans la chambre, il trouve l'homme assis dos à la porte. En regardant de plus près, il se rend compte qu'il a mangé des barres chocolatées à outrance. Et là, Lou se retourne les mains couvertes de sang, révélant qu'il s'est arraché les dents pour se punir de ne pas s'être contrôlé. Il semble avoir complètement perdu la boule depuis la mort de Norma, et Max a du mal à le contenir jusqu'à ce que les autres soignants arrivent enfin. Horrifié, il assiste à la scène en regardant par la porte, tandis que les soignants s'occupent de Lou. Mais il est désormais convaincu qu'il ne peut faire confiance à personne. Ok, Max a raison de ne pas faire confiance aux médecins, mais ça doit aussi s'étendre aux patients. Après tout, son pote Lou était un acteur professionnel, donc si quelqu'un est capable de berner Max, c'est bien lui. Et comme il n'a commencé à agir bizarrement qu'après que Max ait mentionné un acte criminel, nous devons nous demander si son comportement a été modifié par le traumatisme ou s'il s'agit simplement d'une comédie. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, et comme Lou est à l'infirmerie, Max va avoir l'occasion rêvée de fouiller sa chambre à la recherche d'indices. Il devra utiliser les mêmes stratégies que celles que nous avons mentionnées précédemment, comme vérifier son bureau, sa commode, sa table de chevet, mais aussi regarder sous les meubles, derrière les photos et même à l'intérieur des bouches d'aération. Avec un peu de chance, il trouvera peut-être un journal intime caché, un message invisible ou un autre objet étrange qui lui donnera une nouvelle piste. D'ailleurs, en parlant de messages invisibles, je ne ferai pas trop confiance à cette personne mystérieuse avec la lampe UV, parce que si déjà elle était dans sa chambre, pourquoi ne pas simplement l'avoir réveillée et lui avoir dit tout ce qui se passe ? C'est super louche. Et entre ça et ce qu'il a lu dans le journal de Norma, je serais prête à prendre mes jambes à mon cou avant que ça n'empire. Mais comme nous l'avons mentionné précédemment, Max finira en prison s'il tente de partir sans autorisation. Il semble donc malheureusement qu'il soit coincé ici jusqu'à ce qu'il trouve des preuves.
Plus tôt, Max a mentionné qu'il avait du mal à dormir la nuit, et Lou a écarté cette idée en disant que ça avait un rapport avec des niveaux d'oxygène. Mais cette théorie ne tient pas la route. Si on voulait endormir des personnes âgées, il faudrait en fait réduire le niveau d'oxygène et augmenter le niveau de CO2. Mais aucune maison de retraite ne prendrait le risque de le faire, parce que ce n'est tout simplement pas éthique et que ce n'est approuvé par personne. Ça me fait penser à l'incident de la première nuit, quand Max a trouvé sa porte ouverte. Ce n'est peut-être pas la seule fois que quelqu'un est venu, et si c'est le cas, Max devrait essayer de piéger l'intrus. Avant d'aller se coucher ce soir, il devrait mettre un leurre sous les couvertures puis se cacher dans le placard, jusqu'à ce que la personne entre dans la chambre. Il pourrait alors lui sauter dessus et essayer de lui soutirer des informations. Et enfin, se battre pour s'échapper de cet endroit, si c'est ce qu'il doit faire. Déterminé à obtenir des réponses, Max retourne dans sa chambre et commence à rechercher le nom du médecin sur Google, lorsqu'il apprend que celui-ci travaillait sur une sorte de chirurgie cérébrale expérimentale. Ce qui est étrange, c'est qu'il continue à recevoir des pop-up provenant d'un compte anonyme lui demandant s'il a vu la lumière. Et lorsque les messages continuent d'apparaître, il décide de cliquer sur le lien pour voir de quoi il s'agit. Le lien ouvre une webcam montrant une pièce délabrée où une femme vêtue d'une tenue de soirée est affalée sur un lit. Au fur et à mesure qu'elle s'approche, il se rend compte que son visage est horriblement déformé, et elle commence à parler d'une voix inintelligible jusqu'à ce que la connexion soit soudainement coupée. Une nouvelle idée lui vient alors à l'esprit. Il décide de commander plusieurs petites caméras cachées et de les placer dans le bâtiment. Il vient d'ouvrir le colis lorsque son ordinateur portable s'allume tout seul. Il voit alors apparaître la même femme sans visage que la nuit précédente, qui lui demande d'être prudent, et elle lui dit qu'elle a besoin de son aide. Mais la vidéo s'interrompt lorsque quelqu'un ouvre la porte de sa chambre. Max commence à faire sa tournée et se dirige vers la vieille radio pour y placer discrètement une caméra qui filmera toute la pièce. Curieusement, Lou s'approche furtivement derrière lui, ce qui le fait sursauter. L'homme lui dit qu'il a peur de disparaître, mais Max le rassure en lui promettant qu'il va tirer cette affaire au clair. Tout au long de la journée, il continue à placer des caméras à différents endroits du bâtiment, ce qui lui permettra de surveiller tout ce qui se passe pendant le reste de la nuit. En parcourant les images des caméras, il aperçoit le vieil homme fou du 4e étage en train de s'évader. Mais comme Max n'est pas du genre à dénoncer les gens, il décide de ne pas donner l'alerte. Les heures passent sans que rien d'autre ne se produise, et Max finit par s'endormir malgré ses efforts pour rester éveillé. Mais il est réveillé par le bruit d'une porte qui se referme dans le couloir. En vérifiant les images de la caméra, il voit l'infirmière Juno et la vieille femme sortir de sa chambre et la pousser vers l'ascenseur. Elle rejoint Les et le médecin qui la conduisent au sous-sol, et la situation est suffisamment inquiétante pour qu'un garde patrouille dans le couloir avec son chien. Mais craignant qu'il ne fasse du mal à la femme s'il ne les arrête pas, Max décide qu'il se doit d'intervenir. Ok, arrêtons-nous là, mon pote. Max n'a absolument aucune idée de ce dans quoi il s'embarque, et il doit y réfléchir à 2 fois avant de se précipiter là-bas sans plan. Il pourrait croire qu'il a déjà suffisamment de preuves pour aller directement voir la police, mais la vérité est en réalité beaucoup plus compliquée. Malheureusement, Max est un témoin peu crédible, et le journal de Norma ne lui fournit aucune preuve tangible. Pour l'instant, la meilleure chose dont il dispose est l'email contenant le lien vers la webcam, parce que la police pourrait l'utiliser pour retracer l'adresse IP de l'expéditeur, mais elle aurait d'abord besoin d'un mandat, et elle pourrait bien ne pas vouloir aller aussi loin sans plus de preuves. Pour autant qu'il le sache, Max pourrait être la seule personne à avoir découvert tout ça. Et c'est pourquoi il doit être extrêmement prudent. Parce que s'il se fait prendre, il ne mettra pas seulement sa propre vie en danger, mais aussi celle de toutes les personnes qu'il aurait pu sauver s'il avait réussi à faire fermer cet endroit. Cela étant dit, ce serait le moment idéal pour se lier d'amitié avec un des patients, puisqu'il pourrait alors l'utiliser comme guetteur pendant qu'il se faufilera dans le sous-sol. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule personne en qui il puisse avoir confiance. Il semble donc qu'il va devoir se débrouiller tout seul. Tout d'abord, nous devons commencer par son équipement. Il ne sera pas nécessaire d'emporter une arme cette fois-ci, parce qu'il ne cherche pas à se battre. Tout ce dont il a besoin, c'est de son téléphone, de la clé passe-partout, de la lampe UV et de ses outils de crochetage. Maintenant, s'il y a un chien dans l'histoire, il ne devra plus seulement se méfier des soignants. Il devra donc être encore plus prudent dans ses déplacements. Au lieu de courir à toute vitesse dans le couloir, il devrait avancer lentement en restant près des murs et en se cachant dans l'ombre. Au fur et à mesure de sa progression, je m'arrêterai tous les quelques mètres pour écouter les bruits de pas, de roues qui grincent ou les bruits du chien. Et j'utiliserai les placards ou les salles de stockage pour me cacher ou passer discrètement devant les patrouilles. Mais quoi qu'il se passe là-bas, Max ne devra pas prendre le risque de s'impliquer directement. Son travail consiste à documenter ce qu'il voit et à sortir de là sain et sauf sans se faire prendre. Dès qu'il aura obtenu des preuves, il devra retourner discrètement dans sa chambre avec les indices et continuer à faire semblant de ne rien savoir jusqu'à ce qu'il ait l'occasion de contacter les autorités. Max se précipite vers les escaliers au point de ne même pas remarquer l'homme du 4e étage qui se faufile dans le couloir. Il arrive devant une porte verrouillée derrière laquelle il entend la femme hurler, tandis que le médecin met en marche une machine bruyante. Mais le gardien le surprend en train de regarder par la vitre, ce qui oblige Max à s'enfuir avant de se faire prendre.
De retour dans sa chambre, il est surpris de trouver une silhouette mystérieuse tapie dans l'ombre. C'est la femme de la webcam, et apparemment, elle a quelque chose à lui montrer. Brandissant une pile de dossiers, elle lui explique que la maison de retraite est en fait financée par le gouvernement américain et qu'ils utilisent les personnes âgées comme cobayes pour toutes sortes d'expériences tordues. Elle lui demande de la suivre et ouvre la porte. Mais voilà que le patient fou du 4e étage l'attend de l'autre côté. Max tente de l'aider alors que l'homme se jette sur elle. Mais dans la confusion, il se cogne la tête contre la table de chevet et s'évanouit. À son réveil, il se retrouve à l'infirmerie sous la surveillance de l'infirmière Juno. Elle lui dit que le médecin veut le voir pour lui faire passer des tests. Mais dès qu'elle quitte la pièce, Max attrape ses affaires et disparaît par la fenêtre avant qu'elle ne revienne. Il finit par réussir à rentrer chez lui. Et Max est soulagé de retrouver sa famille. Mais tout bascule lorsque sa mère adoptive Sylvia répète la phrase « Un cœur reconnaît un cœur ». C'est exactement la même chose que Norma lui avait dit à la maison de retraite. Et il est désormais convaincu que ses parents adoptifs cachent quelque chose d'important. Dès qu'ils sont partis, il se lève et commence à fouiller la maison à la recherche d'indices. Mais où qu'il cherche, il ne trouve rien. C'est alors que ses nouvelles sœurs d'adoption lui demandent s'il cherche la pièce secrète. Elle l'emmène à l'étage et ouvre un panneau caché au fond d'un placard qui mène à une pièce secrète, remplie d'objets rituels étranges. On dirait en fait une sorte de sanctuaire, recouvert de petites coupes en bois, comme celle qu'il a trouvée dans la chambre de Norma. En regardant de plus près, il se rend compte qu'il s'agit d'un sanctuaire dédié à la Dea Dia, une déesse romaine de la croissance. Mais ce n'est pas tout. Il y a également des albums photos remplis de clichés pris lors de différentes fêtes organisées à la maison de retraite. Et c'est là qu'il fait la découverte la plus terrifiante jusqu'à présent. En ouvrant un des albums, il les voit tous réunis autour de son frère adoptif, Luke, dont ses parents lui ont dit qu'il était mort pendant qu'il était à l'université. Et maintenant, il sait qu'ils ont toujours fait partie de la secte. Furieux, Max déchire les pages de l'album et décide de retourner à la maison de retraite pour mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes. Ok, c'est peut-être la pire idée que Max ait jamais eue. Il veut sauver son frère avant que ses fanatiques ne le transforment en légumes. Mais s'il est aussi imprudent que la dernière fois, ils finiront tous les deux par mourir. Il n'y a aucune raison de se précipiter vers la maison tout de suite. La meilleure stratégie consiste à attendre la nuit, lorsque les patients seront tous dans leur chambre, que le personnel travaillera avec une équipe réduite et qu'il pourra profiter de l'obscurité pour se cacher. Ça veut dire bien sûr qu'il a le temps de se préparer, mais il ne peut pas rester ici parce qu'il vient de découvrir que ses parents adoptifs font partie de cette satanée secte. Il doit foutre le camp avant qu'il ne rentre. Donc si c'était moi, je prendrais mes affaires, j'éteindrais mon téléphone pour qu'il ne puisse pas me localiser et j'irais dans un des vieux immeubles délabrés où il pourrait se cacher jusqu'à la tombée de la nuit. Pendant qu'il sera là-bas, il pourrait essayer de recruter certains de ses amis délinquants pour qu'ils lui servent de guetteur ou de bouclier de viande si les choses devaient mal tourner. Bon, certes, ça pourrait être compliqué de les convaincre que ces personnes âgées dirigent une secte secrète, mais vu qu'ils ont déjà envie de se battre contre le système, certains d'entre eux pourraient être prêts à tout. Mais maintenant qu'il sait que ces personnes âgées vénèrent la Dea Dia, la déesse romaine de la croissance, de la jeunesse donc, il devrait essayer de trouver un moyen de retourner cette croyance contre eux. Vous voyez, chaque dieu de la Rome antique avait son opposé, et comme ses adeptes sont obsédés par la vie éternelle, Max devrait choisir Pluton, le dieu romain de la mort et des enfers, en tant que son champion lors de la prochaine bataille. Dans l'album photo, il voit les adeptes dessiner des calices sur leur front pour représenter la déesse. Max devrait donc utiliser ses talents de peinture pour se confectionner un t-shirt avec l'image du bidon de Pluton. Je ne m'attends pas à ce qu'il lui confère des pouvoirs magiques ni quoi que ce soit d'autre, mais si les adeptes voient ça et le reconnaissent, ça pourrait lui donner un avantage psychologique. Pour ce qui est de la partie plus pratique, Max devrait s'équiper d'un pied de biche, d'un coupe-boulon, d'une lampe de poche et d'un spray au poivre au cas où il devrait se battre. Ensuite, une fois qu'il sera suffisamment tard, il devra rentrer par la porte arrière et se faufiler discrètement dans le bâtiment sans se faire repérer. Une fois qu'il aura rejoint son frère, la priorité sera de le faire sortir le plus rapidement possible. Enfin, clairement, il ne pourra pas vraiment tous les sauver. Il devra donc trouver Luke, rassembler autant de preuves que possible et envoyer la police chercher les autres. Et en dernier recours, j'envisagerai également de libérer les autres patients s'il a besoin de semer le chaos, et de les utiliser comme diversion pendant que Luke et lui s'échapperont. Cette nuit-là, Max se glisse dans le bâtiment et monte au 4e étage. Il trouve son frère Luke assis dans son fauteuil roulant, et se précipitant vers lui, il lui explique qu'il a enfin compris ce qui lui est arrivé. En fait, Luke essayait simplement de l'aider, mais il n'avait aucun moyen de lui montrer la vérité jusqu'à maintenant. Max sort les photos et les montre à son frère. Avec son aide, il se rend compte que tous ses patients sont des victimes de la secte. À ce moment-là, Luke tente de l'avertir que quelqu'un arrive, mais Max ne comprend pas avant qu'il ne soit trop tard. Lez se faufile derrière lui et lui enfonce une aiguille en lui injectant un sédatif dans le cou, l'assommant sans qu'il puisse se défendre. À son réveil, il est attaché à un fauteuil roulant au milieu de la salle à manger, entouré de tous les résidents âgés réunis pour une grande photo de groupe. Et c'est là qu'il apprend la terrible vérité.
il apprend que tout le monde était dans le coup, de son ami Lou au médecin et jusqu'à l'ensemble du personnel, et qu'ils se sont moqués de lui depuis le début. Au centre de la salle, Lou félicite tout le monde pour leur excellent travail, et Max apprend que l'étrange femme de la webcam était en fait la femme du médecin. La seule question qui se pose est pourquoi? Et c'est alors que le médecin s'avance pour lui donner la réponse. La vérité, c'est qu'ils sont tous membres d'une secte qui a drainé sa jeunesse pour rester en vie. Et il ne peut rien faire pour y échapper alors qu'ils se mettent tous à chanter en chœur. La seule chose dont Max se souvient ensuite, c'est qu'il se réveille attaché à une table d'opération entouré de toutes les personnes âgées. Le médecin se penche vers lui et lui révèle qu'ils sont à la recherche du nectar contenu dans une petite poche derrière son œil. Et il explique que celui-ci leur permet de rester jeunes, mais qu'il finit par s'épuiser avec l'âge. Ils ont tous plus de 100 ans grâce à la jeunesse qu'ils ont volée à leurs victimes. Ils lui ont secrètement soutiré ce nectar petit à petit chaque nuit. Mais maintenant que le secret a été dévoilé, ils s'apprêtent à lui prendre tout ce qui lui reste. Furieux, Max les avertit qu'ils ont intérêt à finir le boulot, en jurant de se venger s'il en a l'occasion. Mais il ne semble pas très inquiet par ces menaces bien vaines. Et comme il est immobilisé, il ne peut que regarder le docteur lui ouvrir l'œil de force et y enfoncer une aiguille gigantesque qui aspire chaque goutte de jeunesse de son organisme, jusqu'à ce qu'il ait la sensation d'être un vieillard de 100 ans. À son réveil, Max se retrouve au 4e étage cette fois, et son ami Lou ne tarde pas à apparaître pour lui enfoncer le couteau dans la plaie. Il lui explique que Norma voulait en fait l'aider. Alors ils l'ont poussé du haut du bâtiment et ont inventé toute cette histoire de complot gouvernemental juste pour lui embrouiller l'esprit. Mais ils n'en ont pas encore fini avec lui, parce qu'ils vont continuer à drainer sa jeunesse jusqu'à ce qu'il ne lui en reste plus une seule goutte. Ok, bon, ce plan aurait pu tourner encore plus mal. On dirait que ces vieux l'ont manipulé comme dans une partie de Fortnite. Et maintenant que Max est parti rejoindre son frère au rayon légumes, il ne reste plus qu'une chose à dire. Et c'est « Désolé Max, mais tu as merdé ». On dit souvent « Si tu ne peux pas purger ta peine, alors ne commets pas le crime ». Et mec, ce dicton n'a jamais été aussi vrai qu'ici. Au moins, si tu étais allé en prison, tu en serais probablement sorti au bout d'1 an ou 2 tout au plus. Mais maintenant, une secte de boomers cinglés est sur le point de te garder enfermé pour l'éternité tout en te pressant lentement comme un tube de dentifrice. C'est assez difficile de faire passer la prison du comté pour un hôtel 5 étoiles, mais je préférerais être enfermé avec Hannibal Lecter plutôt que de passer une nuit avec ces tarés. Quoi? Au moins c'est un bon cuisinier, non? Bref, soyons réalistes. Il y avait quelque chose de louche dans cet endroit dès le premier jour. Mais au lieu de prendre des décisions intelligentes pour te protéger, tu n'as pas arrêté de te faire avoir comme une grand-mère de 80 ans qui se ferait escroquer des économies de toute une vie. Cependant, rendons à César ce qui appartient à César, d'accord? La décision de t'échapper par la fenêtre était peut-être la plus intelligente que tu aies jamais prise. Mais après avoir échappé de justesse à ces psychopathes la première fois, tu as décidé d'y retourner sans renfort, sans plan et sans même un cure-dent pour te défendre si quelque chose se produisait. Je comprends que tu veuilles retourner sauver ton frangin, ton seul véritable proche, mais la prochaine fois, évite peut-être de faire autant de bruit que possible alors que tu es encore dans la maudite zone de danger, mon gars. Bref, désolé Max, mais on dirait que tu vas devoir rester coincé ici pour toujours, et donc tu as complètement merdé. C'est du moins ce que ces gens-là pensent. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne réalise, c'est que Luke est sur le point de réaliser un des coups les plus audacieux de tous les temps. Lorsque Max se réveille par la suite, il est surpris de voir son frère Luke assis en face de lui. L'homme se penche, arrache un morceau de métal fin de son fauteuil roulant et commence à faire le tour des autres patients afin de recueillir autant de jus de jeunesse que possible. Il apporte le contenant à son frère et commence à lui verser le liquide jaune répugnant dans la gorge afin de lui redonner de l'énergie. Et maintenant, il est temps pour Max de prendre enfin sa revanche. Quelques heures plus tard, une tempête violente s'abat sur la ville, piégeant tout le monde dans le bâtiment. L'infirmière Juno vient voir si les patients vont bien, mais avant qu'elle ne comprenne ce qui se passe, Max se jette sur elle par derrière et la poignarde à plusieurs reprises dans le cou. Il trouve une boîte à outils, s'empare d'une hachette et d'un marteau, déclenche l'alarme incendie, puis il prend l'ascenseur jusqu'au 2e étage où il commence à massacrer tous ceux qui croisent son chemin. Dans la cage d'escalier, il surprend Sadie et Les en train de s'enfuir, mais il frappe la femme d'un lancer de hache parfait qui l'envoie valdinguer au bas des marches. Les oppose un peu plus de résistance, mais il est rapidement maîtrisé lorsque Max le plaque contre le mur et lui enfonce le marteau dans les couilles avant d'arracher la hachette du visage de Sadie et de le finir brutalement. Lorsque Lou entend tout ce chaos, il tente de se cacher dans le placard, mais Max le retrouve et le traîne dans le couloir alors qu'il supplie qu'on lui laisse la vie sauve. Il atteint la salle de loisirs et trouve le médecin qui l'attend avec un pistolet. Mais il utilise Lou comme bouclier humain pour bloquer les balles, réduisant ainsi la distance qui les sépare.
Puis Max lui brise le poignet à main nue avant de le frapper à mort avec son propre pistolet. Ses parents adoptifs se précipitent dehors, mais leur fuite est interrompue lorsqu'un morceau du toit s'envole tout à coup et les coupe tous les deux en deux. Alors qu'à l'étage, Max traîne la femme du médecin dans son bureau et la balance à travers la fenêtre, tuant une fois pour toutes le dernier de ces monstres malades. Mais il n'en a pas encore fini. Il rassemble les membres de la secte, leur prélève le jus de jeunesse qu'ils ont dans les yeux, puis il le redonne aux patients du 4e étage avant de tous les libérer. Au final, ça fait une secte de moins et un groupe de survivants âgés. Et Max et son frère peuvent enfin sortir à la lumière du jour. Et je pense que Max vient d'apprendre une leçon très importante. La prochaine fois, il ferait mieux d'aller directement en prison. The Home 2025, un tout nouveau film. Et je sais que des trucs monstrueux comme ça se passent régulièrement dans des maisons de retraite. Je suis déjà entrée dans plusieurs maisons de retraite au cours de ma vie et je me demande toujours que se passe-t-il derrière cette porte fermée. Ne me dites pas que c'est juste un placard à balai. Par contre, je sais très bien que les personnes âgées ne sont pas du genre à s'adonner à des pratiques sexuelles douteuses, à des cultes sataniques ni à tout autre type d'activité louche à leur âge. Alors ne me faites pas marcher, les gars. Quoi qu'il en soit, je suis sûre que vous avez déjà pensé à des façons plus originales ou plus excitantes de battre The Home. Alors n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!